Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Philippe Nikonov, consultant en fiscalité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, taxe d'habitation, taxe foncière, redevance télé, autant de nouvelles obligations auxquelles les Mahorais doivent se plier, département oblige. Sauf qu'à l'heure actuelle, nombreux ont du mal à y faire face. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'il en est très exactement dans ce journal. Avec nous également Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors les dysfonctionnements dans les transports publics continuent et ce matin les choses ont clairement dégénéré, donnant lieu à des émeutes. Vous nous en direz davantage dans quelques instants, mais d'abord voici les titres de ce jeudi 8 octobre. Les affrontements ont été d'une rare violence ce matin entre les forces de l'ordre et les jeunes du village de Tsunzu. Tout est une nouvelle fois parti de bus scolaires ne pouvant accueillir tous les élèves. Les explications dans votre journal. Les enseignants du premier et du second degré ont comme prévu entamé une marche allant du vice-rectorat au rond-point El Farouk. Si la course de pneus a plus ou moins fait plouf, les grévistes ont néanmoins montré leur détermination avant de suspendre leur mouvement pour cause de vacances scolaires. Depuis samedi, des dizaines de pèlerins reviennent à Mayotte après avoir accompli le 5e pilier de l'islam. L'occasion pour les familles de fêter comme il se doit le retour du Hadj. Reportage à la fin de cette édition. Depuis ce matin à 5h30, les élèves de Tsunzu 1 ont dressé des barrages pour protester contre le manque de transport scolaire. En effet, les bus de petite capacité étaient déjà pleins en arrivant et les élèves n'ont pas pu monter. La police a été dépêchée sur place et la situation s'est clairement envenimée. Pour la première fois, les forces de l'ordre ont été contraintes de tirer en l'air avec des armes à feu. Plus d'explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Fred Souleymana. 2 interpellations, 7 tirs à l'arme à feu et 70 grenades lacrymogènes. C'est le bilan comptable de cette matinée ô combien violente dans le village de Tsunzu. À l'origine, un barrage créé par des élèves du fait d'un manque de place dans les bus scolaires. La police, une fois sur place, a été vivement prise à partie et violemment caillassée. Elle a donc dû procéder à des tirs de sommation. Ils ont commencé à nous caillasser avec des cailloux qui étaient donc à un certain distance jusqu'à 5 à 10 mètres. La situation quand même était très très grave. Donc en ce moment-là, pour pouvoir se dégager, on était clairement à court de munitions. On ne pouvait pas faire autrement. Il a fallu donc l'utilisation d'une arme à feu pour pouvoir faire éparpiller et dégager ces gens-là. Je tiens à souligner l'arme à feu, la situation telle qu'elle était. Les fonctionnaires pourraient bien entendu donc utiliser cette arme autrement, mais ils l'ont utilisée uniquement pour faire des sommations, pour faire reculer ces gens-là, qui les a sémés des cailloux au moment où les fonctionnaires étaient coincés entre donc une clôture en tôle et un poteau électrique. Et c'est en ce moment-là qu'on a pu quand même faire reculer ces jeunes, une centaine. Beaucoup de ces jeunes ne sont pas scolarisés. Certains élèves de Mamoudzou présents dans les bus bloqués par le barrage se sont eux retrouvés au beau milieu des affrontements. Ils sont venus témoigner ce matin sur notre plateau pour décrire la violence des affrontements. La police a déclenché des coups de feu et des gaz lacrymogènes. Ouais. Après nous, quand nous étions dans le bus, on n'a même pas fermé les vitres, les nacos. Après, la gaz lacrymogène a rentré dans le bus. Il y avait même des filles. Il y avait on le passe le micro. Oui, il y avait même une fille qui s'était évanouie. C'était passé autour, il y avait même dans le bus, les lacrymogènes avaient pris partout. Il y avait même des gens qui se sont évanouis dans le bus. C'était un problème parce que les policiers, quand ils sont venus, ils ont essayé de négocier avec eux. Au bout d'un moment, ils ont mis coup de feu partout. Il y a même des blessés. Vous avez vu des blessés, vous ? Oui, j'ai même vu une femme s'évanouir devant moi. La police a en effet dû réagir pour calmer cette foule hostile et très remontée contre les forces de l'ordre. Les négociations ont échoué, donnant lieu au premier tir de lacrymogène. Mais une nouvelle fois, le capitaine s'insurge contre le comportement de certains parents qui ont semblé soutenir les fauteurs de troubles. Vous savez, pour les parents, c'est pas la première fois malheureusement qu'on voit que les parents ne sont pas là. Quand ils voient leur gamin faire ce genre d'action, les parents n'interviennent pas, ne serait-ce que retirer leur gamin. Mais il est très clair qu'ils soient mineurs ou pas, nous allons faire en sorte à ce que ces gens-là puissent répondre à leurs actes auprès de monsieur le procureur de la République. La preuve en est, dès que la BAC est arrivée en renfort, on a réussi à interpeller l'une des personnes qui faisait partie de ceux qui nous ont caillassés. Pour la première fois, la police a été contrainte d'utiliser des balles réelles. En effet, seul le bruit des coups de feu semblait pouvoir calmer des jeunes que plus rien n'arrête.
Et depuis la rentrée scolaire, de tels événements sont à craindre. En effet, suite à la fin du monopole de Matisse et à l'attribution par lot du marché des transports scolaires, force est de constater que les problèmes sont nombreux. Retard, manque de place ou encore un acheminement à bon port qui n'est pas assuré. Pour les élèves, ça en est trop. Et si les étudiants de l'université ont déjà menacé de bloquer l'île, les événements à Tsunzu démontrent pour le moins toute l'étendue du malaise. Un sujet signé Pierre Bellucci, Abbas Salidi et Leslie Vimné. Depuis le 1er septembre, les transports scolaires sont assurés par Matisse et 3 autres transporteurs, à savoir Uvoa Moja, le groupement Avenir des transports mahorais et Tamayaleo Nameso. Cela fait suite à une décision de justice pour mettre fin au monopole de la société Matisse. Or, le conseil départemental, seul décideur quant à l'attribution des nouveaux lots, est aujourd'hui clairement mis en cause pour son manque de clairvoyance face à une situation devenue ingérable. Nous avons toujours encouragé une politique consistant à mobiliser des bus de plus en plus grands pour pouvoir transporter en une fois un maximum de jeunes. Et c'est pour cela que dans ce nouveau marché, il est important à veiller à ce que les transporteurs et la totalité des transporteurs qui se sont engagés à mettre en place des bus de transport importantes puissent vraiment être mobilisés, parce que derrière, le défaut de ces bus conduit à des difficultés. Ce qui s'est passé ce matin à Tsunzu est d'une certaine manière consécutif à l'absence ou à un manque de bus de grande capacité. Il va falloir porter également une attention particulière sur les horaires, et pour cela il va falloir multiplier les réunions. Mais encore une fois, nous, le groupe centriste, nous nous plaçons comme une force de proposition auprès de l'exécutif, mais encore une fois, celui qui aura le dernier mot sera l'exécutif. Véhicules qui s'entassent, augmentation significative des élèves scolarisés, le besoin de bus de grande capacité est criant. Or, les transporteurs qui ont remporté 2 des lots de Grande Terre ne possèdent pas de véhicules aux capacités adéquates. Une donnée problématique que le conseil départemental ne semble pas avoir suffisamment prise en compte. Il appartient de mesurer l'importance de la difficulté, parce que on peut effectivement constater qu'il y a des difficultés, mais les priorités, vous savez, au niveau du Conseil général, elles sont partout. Donc après, il y a une hiérarchisation de la priorité. Je ne peux pas, moi, m'exprimer là-dessus, puisque je ne suis pas dans le pouvoir exécutif pour pouvoir vous dire si c'est volontaire ou pas. Mais dans tous les cas, nous savons que les réunions et les informations sont remontées régulièrement par les transporteurs, du moins Matisse. Il appartient bien évidemment aux nouveaux transporteurs qui ont obtenu des lots d'en faire autant, de signaler les difficultés. Mais encore faut-il bien évidemment que les difficultés ne soient pas à l'origine, que l'origine de ces difficultés ne soit pas consécutive au non-respect de la délégation. Le porte-parole du groupe centriste ne semble vouloir incriminer personne, d'autant que le conseil départemental a investi 2 millions d'euros pour faciliter l'acquisition de bus de grande capacité. Mais ces derniers ne doivent arriver qu'en décembre, et en attendant, les élèves risquent fort de multiplier les barrages. Après, nous on ne veut pas. Oscar 20, nous on veut nos droits, nos droits. Wazirita bisi zachu zisherendel kwali. Manu, isprepare baki, wamita baki yangu, nifike mangu na babangu, kariskiri, karivenze. Ils s'en foutent carrément si nous on se réveille depuis 4h ou 3h du matin pour réclamer nos droits personnellement. Puisqu'ils nous disent, ouais, allez à l'arrêt de bus, vous aurez des bus pour aller à l'école. Et si on arrive en retard, ils disent aux élèves, ouais, vous êtes en retard, allez justifier. Et si on n'a pas de justificatif, on nous donne des exclusions ou on nous colle en retenue, c'est pas normal. Soit ils nous donnent nos droits, soit ils vont voir. S'ils veulent la guerre, ils l'auront. Nous, on veut nos droits, on n'a pas que ça à faire. On veut aller à l'école, on veut aller étudier, on n'est pas venu là pour foutre la merde aussi. Difficile de comprendre comment un marché qui fonctionnait bien jusqu'alors a pu être cassé de la sorte. Quoi qu'il en soit, l'heure n'est plus à trouver des responsables, mais des solutions. Alors Pierre, réaction sur ce sujet, on a vu une situation qui n'arrête pas justement de s'envenimer, de se dégrader. On a vu ces émeutes. Alors on sait que des bus doivent arriver en décembre, et d'ici là, qu'est-ce qui va se passer très clairement? Quelle est la position du conseil départemental?
Écoutez, Daniel Zaïdani l'a dit, il va y avoir des réunions, il y en a déjà eu. Nous recevions il y a quelque temps le représentant des étudiants qui disait que voilà, il avait été reçu par le conseil départemental. La situation n'évolue pas. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, qu'on dénonce, qu'on dit qu'il y a ces risques-là, des risques d'émeutes, des risques de mouvement. On comprend la colère de ces enfants. Tout ça part d'un marché qui a été cassé. Il faut le rappeler, un marché qui fonctionnait bien, il n'y avait pas tous ces problèmes. Aujourd'hui, on a des problèmes sur les 2 lots qui ont été attribués parce qu'il y avait un monopole, un soi-disant monopole. Or, Matisse, l'année dernière, travaillait, pour ne pas être accusé justement d'être en situation de monopole, travaillait avec d'autres transporteurs, avec ces transporteurs. Aujourd'hui, il ne travaille plus avec eux puisque c'est eux qui ont gagné les lots. Voilà. Qui se retrouvent avec ces lots qu'ils doivent gérer. Et on voit qu'il y a de véritables problèmes avec ces lots, un problème d'acheminement, un problème de retard, problème de capacité au niveau des bus. D'ici décembre, c'est dans 2 mois, ça risque de continuer et de prendre des proportions, comme aujourd'hui, qui sont des proportions très graves. Alors on l'a vu, ces élèves dans le reportage dire on réclame nos droits. C'est un terme qui revient en ce moment dans le climat actuel de tension sociale. Ils s'approprient ces termes et veulent également être entendus. Oui, alors une fois qu'on a rappelé le contexte, quand même, il faut un peu revenir sur ce qui s'est passé ce matin. Alors effectivement, on peut les comprendre, ces élèves, ils ont des problèmes, il y en a qui préparent le baccalauréat, il y en a d'autres qui arrivent en retard, ils le disent, on est soumis ensuite à des heures de retenue. On peut comprendre que c'est compliqué, les parents aussi sont en colère. Par contre, il faut quand même dénoncer ce qui s'est passé ce matin. Les forces de police vraiment ont été mis à rude épreuve, ils ont été caillassés par des dizaines de jeunes qui étaient absolument incontrôlables. Ils ont quand même tiré... Tous élèves ? Pardon ? Tous scolarisés ? Alors voilà, c'est aussi ça le problème, c'est que tous n'étaient pas scolarisés donc voilà, qui étaient là probablement aussi pour affronter les forces de l'ordre. Donc souvent dans ce genre de mouvement, il y a des personnes qui se greffent et qui sont là uniquement pour affronter les forces de l'ordre. Ils ont quand même tiré 70 grenades lacrymogènes et étant complètement démunis, ils n'avaient plus de munitions, ils ont été obligés de tirer des coups de feu pour la première fois, signe que la situation est devenue très grave. Merci beaucoup Pierre et Merci on continue. 3e jour de grève pour les enseignants du 1er et du 2e degré. Comme annoncé hier, les grévistes sont partis du vice-rectorat dès 9h30 pour rejoindre le rond-point El Farouk. Ainsi, à quelques jours de la CCT extraordinaire, le climat social reste toujours aussi conflictuel. Un sujet signé Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimni. L'opération course de pneus a bien eu lieu ce matin. Le départ a été donné du vice-rectorat et les enseignants grévistes ont rejoint le rond-point El Farouk. Ils continuent de protester leur mécontentement au niveau local, mais en restant conscients que tout se joue au sein des grandes instances de l'État. Hier, le vice-rectorat a fait remonter en urgence nos demandes auprès des 3 ministères. Aucun retour. Le SNES national a demandé une entrevue auprès du directeur de cabinet de la ministre, Bernard Lejeune. Il n'y a pas de retour. Il y a une conversation hier soir, mais il n'y a pas de retour. On attend un retour aujourd'hui. Il est clair que la situation elle est urgente, que la clause de revoyure a été traitée de manière inacceptable. Maintenant, on attend de notre ministère des propositions concrètes pour débloquer la situation. La délégation qui s'est rendue à Paris n'a pas obtenu gain de cause quant à l'ensemble des revendications. L'indexation, l'attractivité ou encore l'ancienneté sont toujours au cœur des problèmes. C'est donc une reprise immédiate du dialogue social que réclament les grévistes par le biais de ce mouvement. Alors s'il n'y a rien, c'est très clair. S'il n'y a rien, il y a les vacances qui vont arriver très bientôt. Mais après les vacances, ça va reprendre. Et puis on va reprendre aussi avec le privé qui a lui aussi de forts sujets de mécontentement. Donc écoutez, le contexte il est explosif. Nous, on a fait des grèves d'avertissement. On a fait le travail du dialogue social. On a monté des dossiers. Ils partagent à Paris le même constat que nous sur la déliquescence, et je pèse mes mots, sur la déliquescence du service public d'éducation, que ce soit le 1er ou maintenant aussi le 2e degré. Ils font le même constat, mais ils n'ont aucune solution. Nous, on a des propositions. On a des propositions pour avoir un peu plus de justice pour les collègues. On a des propositions pour faire venir des collègues de l'extérieur. Maintenant, il faudrait sérieusement qu'on en parle et qu'on fasse avancer le dossier. Les vacances scolaires devraient mettre fin à ce mouvement. Du moins jusqu'au 13 octobre, date de la CCT extraordinaire.
car le secrétaire départemental du SNES ne cesse de le répéter, un mouvement général interprofessionnel est plus que jamais d'actualité. Le rapport de force est là, il y a eu 3 journées importantes, mardi, mercredi, aujourd'hui jeudi. Il y a eu un dialogue social qui avait été opéré de manière importante avant les vacances scolaires, avant les grandes vacances, pendant les vacances, durant le mois de septembre, avec des réunions, que ce soit ici à Mayotte ou que ce soit à Paris. Au vu du document qui a été transmis lors de la réunion du 29 septembre, les choses n'ont pas été satisfaisantes pour les organisations syndicales présentes. Et donc souvent on met en avant le dialogue social, le dialogue social, le dialogue social. Difficile d'imaginer l'État revoir ses positions quelques jours seulement après la clause de revoyure. Pour les syndicats, l'alliance entre le privé et le public semble donc inévitable et le seul moyen pour que les cris de mécontentement soient entendus à près de 8000 km du chef-lieu. Il y a noté que de leur côté, les grévistes de la DSDS ont signé un accord de sortie de conflit ce matin, tandis que les agents du centre pénitentiaire suspendent leur mouvement jusqu'au 29 octobre, et ce, suite à la réunion de ce matin avec le préfet et le directeur interrégional. Et les déclarations d'impôts tout juste terminées, c'est au tour des autres taxes de fleurir les boîtes aux lettres, d'autant plus qu'avec l'application du droit commun, les charges communales ont beaucoup augmenté. En effet, l'arrivée de nouvelles taxes font perdre la tête aux administrés. Taxes foncières ou encore taxes d'habitation, certains administrés ne comprennent pas le calcul de toutes ces nouvelles charges dont ils sont redevables. Reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Quand arrive l'heure du paiement des taxes, les contribuables prennent conscience des charges qui pèsent sur leur portefeuille. Pour certains, entre taxes foncières et taxes d'habitation, il y a de quoi s'y perdre. Tija tibele shezo yangina mbanje live télé tija tibele shezo yangina mban live sofi ari dezi chambre ni zila lao yani ndelo anele zao sofi abopia wa ya télé yo ija tukuza 80 na shit 85 atabanu tsai liba irudi heya ijetina ya yo kamya mafuko yo ijetina ta ipara arna tunguza 300 na shitu tsai batana leo yani basi babu sofi namna wajao nazi imposer wa mtiswela hauzuri be nsola sorenga marqué hawengi na haraka haraka. La vie chère n'a plus de secret pour les habitants de l'île Lagon, mais voilà qu'ils se retrouvent aujourd'hui confrontés à l'application de nouvelles taxes. Le réveil est souvent brutal pour les administrés et plus particulièrement pour les propriétaires. Mana wa mauro hale wakana huili akana wana wao basi nyumba zile pia zile babu hizo za wana watu na watu washi watu leo nazo basi nyumba tikamba hizo kuifanya hasa baba renderajirishe au rendipari marke hizo zina wana wengi nyumba hizo za mokoma hizo wana watu ndio tukitiao. Un héritage qui pourrait bien compliquer l'avenir de bon nombre de jeunes Mahorais qui se sentent obligés de conserver leur patrimoine envers et contre tout, alors même qu'ils n'ont pas les revenus nécessaires pour s'acquitter de taxes ayant grandement augmenté. Oui, je comprends, puisque de toute façon, c'est les taxes foncières par rapport à ce que l'on a comme bien immobilier. Et donc, enfin, comme bien mobilier, immobilier, pardon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des calculs que nous, effectivement, on ne comprend pas. Hein, mais non, c'est plus cher maintenant, mais de l'ordre de, je sais pas moi, 20% à peu près, grosso merdo. Taxes d'habitation, taxes foncières, bâtis, non bâtis, autant de nouveaux impôts que les Mahorais vont devoir payer dans les délais. Beaucoup n'ont pas les revenus suffisants pour s'acquitter de telles taxes. Dans ce contexte, certains risquent de vendre leurs biens de peur d'en être saisis. Alors je me tourne vers vous, Philippe Nikonov, vous êtes le consultant en fiscalité. On a vu dans le reportage, les Mahorais ne comprennent pas trop toutes ces taxations. On a vu taxes foncières, taxes d'habitation. Qu'est-ce qu'il en est très exactement? À quoi servent-elles? Alors donc il y a différents impôts locaux qui ont été institués et qui sont applicables sur l'ensemble du territoire français. Le premier, la taxe foncière, qui est payée par les propriétaires. Donc on sait que la propriété à Mayotte, il y a
problème aussi de reconnaissance de la propriété coutumière qui n'est pas encore réglée, mais le principe c'est que le propriétaire doit payer une taxe foncière, voilà, donc pour une maison ou un appartement. Ensuite, quelqu'un qui habite une maison, qu'il soit propriétaire ou pas, doit payer la taxe d'habitation. Autrement dit, quelqu'un qui est propriétaire et qui habite sa maison est concerné aussi par la taxe d'habitation. Quelqu'un qui n'est pas propriétaire et qui loue doit aussi payer la taxe d'habitation. Donc ça, c'est payé par l'occupant. Et ensuite, il y a les impôts économiques, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de les traiter. Je pense qu'on va rester sur les impôts payés par les ménages. Ensuite, il y a effectivement la redevance télévision qui est attribuée, on va dire, à chaque ménage, parce que pratiquement 100% des Français ont la télévision. Alors les gens ont toujours la possibilité de dire qu'ils n'ont pas la télévision, ils ne paieront pas la redevance, mais les services fiscaux vérifieront, parce que c'est quand même assez rare maintenant. La plupart des gens ont la télévision, mais c'est pas là-dessus que se pose le problème. Le problème, il est surtout sur la taxe foncière. Alors, du coup, on a vu des calculs que les Mahorais ne comprennent pas. Sur quelle base sont faits ces calculs? Alors, je suis obligé de parler à la fois de la base de principe et de la façon dont ça s'est fait à Mayotte, parce que je précise que ça ne met pas en cause les services fiscaux sur place qui ont vraiment fait un travail remarquable, mais ça met en cause surtout la façon dont, la vitesse de mise en place. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que l'État, dans un premier temps, identifie des propriétaires. Il identifie des locaux, donc à des adresses, avec des voies, avec des numéros de voies. Il identifie des propriétaires. Et sur cette base-là, il est en mesure de calculer la valeur fiscale, c'est-à-dire la valeur qui va servir à calculer l'impôt, la valeur fiscale d'une habitation, voilà, d'une maison, d'un appartement, etc. Et à partir de cette valeur fiscale, il va pouvoir déterminer la base de calcul de la taxe foncière payée par le propriétaire, d'une part, et d'autre part, la base payée par l'occupant, la taxe d'habitation. Cette base, ça s'appelle une assiette. Donc on va raisonner sur des assiettes. En gros, ce dispositif permet de dire si l'assiette est plus ou moins grande. Voilà. Sauf qu'à Mayotte, on s'aperçoit maintenant que finalement, quand on compte les assiettes, on n'a peut-être que la moitié des assiettes. C'est-à-dire que déjà, il manque à peu près la moitié des contribuables. Donc beaucoup de biens ne sont pas identifiés, beaucoup de propriétaires ne sont pas identifiés, etc. Ce qui fait qu'il y a un gros décalage entre ce qui était prévu à l'origine comme ressources pour les collectivités et les ressources réelles. Ça, c'est le premier problème, qui est un problème majeur et qui est de la responsabilité de l'État. L'État a une obligation de moyens et de résultats au travers du cadastre. Il est en charge de ce qu'on appelle le cadastre. Et avec cet outil-là, il doit identifier les biens et identifier des propriétaires. Et c'est ça qui va servir à calculer l'impôt. Dans le principe, c'est ce qui s'est passé à Mayotte, sauf qu'on s'aperçoit que si vous voulez, en métropole, le pourcentage d'erreurs est de moins de 1%. À Mayotte, on ne sait pas. On est peut-être à 30, 50, 60% d'erreurs. Donc, par conséquent, on fait payer... On compense, en fait, pour compenser. D'une certaine façon, oui. C'est-à-dire qu'on est parti sur des taux d'imposition qui étaient relativement bas, plus faibles qu'en métropole. Ça, c'est tout à fait logique et légitime pour une raison simple. Je suis obligé de l'expliquer un petit peu. Je parlais de l'assiette. Ça s'appelle donc l'assiette. Si vous voulez, en métropole, on a changé progressivement les règles. Auparavant, l'assiette qui sert à calculer l'impôt devait augmenter à peu près comme les loyers. C'est compliqué et à partir du début des années 80, on a arrêté de suivre cette règle. Ce qui fait que l'augmentation fiscale a toujours été inférieure à l'augmentation des loyers. Partout en France, sauf à Mayotte, qui est devenu département, où on a appliqué la loi, c'est-à-dire Mayotte, je l'ai dit dans un papier, Mayotte c'est un département pilote. À Mayotte, la loi s'applique en totalité, c'est-à-dire que l'assiette fiscale, elle est à la vraie valeur, ce qui n'est pas le cas dans le reste du territoire français. En gros, si vous voulez, si on raisonne sur la taille d'une assiette, dans le reste de la France, l'assiette, c'est la moitié de celle de Mayotte. Et par conséquent, les taux d'impôt à Mayotte devraient être beaucoup plus faibles. On comprend que si on a une assiette vous voyez, une soucoupe pour boire le café ou un grand plat, c'est pas du tout la même chose en termes de taux d'imposition. Donc le deuxième problème, il est là, c'est qu'on a un taux d'imposition qui a été calculé à Mayotte sans comprendre que l'assiette fiscale était beaucoup plus importante à Mayotte qu'en métropole et que par conséquent, le taux aurait dû absolument être beaucoup plus faible. Et aujourd'hui, on a le cumul des problèmes sur le cadastre et du problème de ce taux. C'est-à-dire qu'on n'a que la moitié des contribuables et la tendance, ce qui est imposé aux communes d'une certaine façon et qui est ingérable, c'est augmenter les taux pour les contribuables identifiés, donc leur faire une pression fiscale importante,
pour compenser le fait notamment qu'il manque la moitié des contribuables. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État. Je ne parle pas des services fiscaux sur place. Et on peut y revenir là-dessus? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Je pense que c'est absolument fondamental. On s'aperçoit maintenant, avec un peu de recul, qu'on est confronté à un problème qui ne peut en aucun cas se gérer par le taux. Demander à des collectivités d'augmenter les taux, c'est un contresens absolu. Il faut diminuer les taux d'imposition. Mais il faut arriver à retrouver la totalité des contribuables et c'est le travail de l'État. Et si l'État n'est pas en mesure de trouver ses contribuables, il doit verser une compensation aux collectivités d'une façon ou une autre. Si vous voulez, quand des ménages ne sont pas en mesure de payer la taxe d'habitation, c'est l'État qui paye. Mais là, il existe de très nombreux ménages qui sont sur le territoire pour lesquels il n'y a pas de taxe d'habitation, on ne sait pas les identifier. Il faut trouver une solution pour que l'État paye cette taxe d'habitation. Sinon, les communes seront de toute façon étranglées. Et augmenter le taux, ça peut avoir pour conséquence que des jeunes un peu diplômés, vous voyez, qui ont les moyens de partir, etc., ils se disent, moi j'en ai marre, je paye trop cher, et je discute avec des gens, ils payent beaucoup plus cher que moi à Bordeaux, si vous voulez. C'est une anomalie complète. Et donc c'est créer les conditions pour que Mayotte n'aille pas bien. C'est pas volontaire, hein. Je m'empresse de dire ça. Je pense que quand on a fait l'Union européenne, quand il y a de nouveaux pays qui rentrent dans l'Union, on prévoit une dizaine d'années pour leur intégration. Je pense que ce qu'il aurait fallu faire à Mayotte, c'est évidemment la départementalisation tout de suite sur les éléments fondamentaux, mais donner la possibilité à l'île de mettre en place les éléments, et notamment le cadastre qui est absolument fondamental. Derrière tout ça, il y a le problème d'un défaut de capacité de l'État à identifier les contribuables. Et on en paye les conséquences aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Nikonov. Je rappelle que vous êtes consultant en fiscalité. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 8 octobre dans l'actualité en bref, et c'est présenté par Pierre Bellucci. Créé le 18 janvier 2010, le parc naturel marin de Mayotte assure depuis 2013 les opérations de suivi des eaux marines mahoraises 2 fois par an. En ce qui concerne les Glorieuses, un parc marin a été créé le 22 février 2012, mais aucune démarche systématique de suivi de la qualité de l'eau n'avait encore été mise en place jusqu'à aujourd'hui. En effet, du 25 septembre au 11 octobre 2015, les équipes des parcs naturels marins de Mayotte et des Glorieuses réaliseront des prélèvements autour de l'archipel afin d'établir un état initial de la qualité des eaux marines. Cette première campagne vise à acquérir des données sur la qualité physico-chimique des eaux, sur le phytoplancton, mais aussi sur la qualité des sédiments marins. Les connaissances ainsi produites seront indispensables pour définir et mettre en place des mesures de gestion et de surveillance. C'est une grande première dans les DOM et c'est à Mayotte que cela se passe. 4 entreprises du club Wuodari d'EDM viennent d'être certifiées RGE, autrement dit reconnues garant de l'environnement, club dont l'objectif est de familiariser les entreprises du bâtiment aux enjeux énergétiques de la construction. Il s'agit des entreprises Rousseau-Padial, Travaux Bâtiments Mahorais, Plaque OI et PASM. Ainsi, à partir du 1er janvier 2016, ces entreprises certifiées pourront, en plus des aides d'EDM, faire bénéficier à leurs clients d'autres aides de l'État, comme le crédit à taux zéro ou encore le crédit d'impôt transition énergétique. A noter que 5 autres entreprises du club EDM sont en cours de finalisation pour devenir RGE. EDM affirme ainsi vouloir continuer à œuvrer pour un développement énergétique maîtrisé à Mayotte, en s'assurant que cela bénéficie au plus grand nombre, les clients, les entreprises, l'emploi, mais aussi l'environnement. Une mission sénatoriale envoyée par la délégation Outre-mer est arrivée lundi matin sur le département pour se pencher sur la problématique du foncier. Michel Magras, sénateur de Saint-Barthélemy, Mathieu Darnaud, sénateur de l'Ardèche, Robert Lofo-Olou, sénateur de Wallis et Futuna, et le sénateur Tani Mohamed Soualihi se sont mis au travail immédiatement et ont enchaîné les rencontres. Leur objectif est de collecter un maximum d'informations pour aboutir à la rédaction d'un rapport. Alors que de 1911 à 2005 puis 2010, les étrangers devaient détenir un titre de propriété, les Français quant à eux assuraient la transmission du bien par simple occupation. Depuis, la titrisation a entraîné des situations dramatiques alors que tout aurait dû être bouclé avant la décentralisation et la départementalisation. Une question s'impose aujourd'hui, doit-on ou non régulariser ? La mission des sénateurs n'est pas politique et s'inscrit dans la durée avec pour but d'accompagner la collectivité. Le rapport remis au gouvernement sera donc un recueil de préconisations qui sera suivi ou non. Pour l'heure, le dossier du foncier reste extrêmement complexe.
Et depuis samedi dernier, différents groupes de Hajj partis pour la Mecque il y a quelques semaines sont accueillis au quai de la Barge. À Mayotte, ces retours sont toujours l'occasion d'une grande fête. Les familles souhaitent marquer le coup et mobilisent souvent plusieurs groupes de chants religieux et traditionnels pour leur offrir le plus bel accueil. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre le quai de la Barge et l'amphidrome, l'ambiance est très animée. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Recouvert de colliers de fleurs, le Hajj, généralement habillé en blanc, est accueilli avec un cortège qui ne passe pas inaperçu dans le chef-lieu. Les familles partagent leur fierté avec les passants. Ainsi, cette jeune fille heureuse, débordant de joie, s'exprime. Je suis hyper contente, c'est l'arrivée de ma mère, je suis super contente, super excitée, tout s'est bien passé, je sais, j'ai même pas le mot pour décrire ce que je ressens sur le coup, je suis dans les nuages, quoi. Je suis contente, je suis ravie, j'ai même pas les mots pour vous exprimer ce que je ressens aujourd'hui. C'est un voyage, il y a eu tellement de choses là-bas, des fois on avait le son qui coulait plus, et là aujourd'hui tout va bien, tout s'est bien passé, de retour, c'est la joie, c'est juste, je suis aux anges. C'est fatigué mais soulagé de rentrer chez eux que ces pèlerins retrouvent leur famille. Malgré les drames qui ont eu lieu en Arabie Saoudite, elles ont accompli le 5e pilier de l'islam. Rythmé par le tari et les chants du Kassuda que les pèlerins ont posé les pieds au quai de Mamoudzou et ainsi regagné leur voiture joliment décorée comme chaque année, accueillis comme des princes et des princesses. Une fois au village, c'est avec tout le quartier qu'ils célébreront le retour de leur Hajj. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Périne pour la météo. Juste après, retrouvez l'invité du temps de parole, Daniel Zaidani, conseiller départemental de Pamandzi. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Et prochain rendez-vous avec l'information demain en radio dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Bonne suite de programme à vous sur KTV.